Les conférences de la ville de Fougères. Vous allez écouter la conférence intitulée « Femmes d'industrie, la place des femmes fougeraises dans le monde ouvrier », réalisée par Loïsa Vandin, masterante en histoire et études sur le genre à l'université de Rennes 2 et l'université d'Angers. Organisée dans le cadre du cycle de conférences Fougerais Ville d'art et d'histoire et matrimoine, cette conférence s'est déroulée le 26 mai 2023. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être venus. N'hésitez pas à me dire si je parle pas assez fort. Est-ce que tout le monde entend bien ? Ça va ? Bon. Donc j'ai réalisé une étude, un mémoire de master, entre les années 2020 et 2022, qui s'intitule « Être une femme à l'usine durant les 30 glorieuses, l'exemple des ouvrières de la chaussure à Fougères entre 1954 et 1980 ». Donc pour introduire un peu, je voulais revenir un peu sur ce qui montrait que Fougères était une ville qu'on peut appeler mono-industrielle. Donc là, c'est une carte qui remontre un peu, elle est non exhaustive, mais elle replace un peu différentes anciennes usines de chaussures. Donc vous avez en rouge, je pense que vous ne voyez pas bien la légende, mais en rouge, vous avez les usines principales toujours en activité sur la période que j'étudie, donc entre 1954 et 1980. Et en jaune, vous avez les usines plus anciennes qui ont déjà fermé avant 1950. Donc on voit que Fougères, elle a vraiment été caractérisée depuis la fin du 19e siècle par cette mono-industrie-là. C'est quelque chose qui infuse vraiment dans l'entièreté de la ville. Et donc c'est pour ça que ça me paraissait intéressant d'étudier le vécu des femmes dans cette mono-industrie-là. Donc pour revenir un peu sur la période que j'étudie, voilà un peu les dates un peu phares qui viennent en amont de ma période à moi. Donc la chaussure à Fougères, l'industrie en tout cas, elle a vraiment explosé à la fin du 19e siècle. Vous avez donc en 1880 5000 salariés qui travaillent dans la chaussure à Fougères. Ça augmente vraiment au tournant du siècle, puisqu'en 1911, vous avez plus de 10 000 personnes qui travaillent dans l'une des 47 usines de chaussures, qui sont vraiment très nombreuses au début du XXe. Et on voit déjà que dans les années 30, on accuse un peu un retard. On redescend à 6 000 salariés en 1940. Et donc les 2 années qui, précèdent le début de mon étude, entre 52 et 54, on a 16 entreprises de cuir et parties similaires qui ferment à Fougères. Donc c'était pour montrer que moi, quand je commence mon étude en 1954, on est dans une situation critique, donc avec la fermeture de 16 entreprises juste avant. Et moi, la période que j'étudie, c'est principalement une période de déclin. Même si on a quelques rebonds dans les années 60 notamment, c'est plutôt la période de déclin de la mono-industrie de la chaussure à Fougères. Donc pour un état des lieux un peu plus sur moi, la période que j'étudie, donc en 1954, l'industrie de la chaussure à Fougères, elle est peu moderne. Elle accuse le coût et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, qui accroissent donc sa situation délicate, puisqu'on a les effets de la crise économique, de la concurrence extérieure, notamment américaine, italienne. On a une industrie fougeraise qui est peu moderne, notamment au niveau des technologies, mais aussi au niveau des techniques de marketing et de gestion. Alors que donc en parallèle, en 80, on n'a pas vraiment une situation qui s'est améliorée. Entre 52 et 68, 51 usines de chaussures ferment à Fougères. On a eu un regain un peu dans les années 60, puisqu'on a certaines entreprises comme Réau ou Morel et Gâté qui vont atteindre plus de 1000 ouvriers parfois. Mais en fin de compte, en 76, donc Réau et Morel et Gâté déposent le bilan. Et donc moi, je m'arrête en 80, donc à la fin de l'occupation de l'usine Réau, donc qui marque en fait vraiment, on peut dire, la fin de la mono-industrie, même s'il va y avoir quelques entreprises qui vont perdurer. On n'est plus dans un caractère mono-industriel comme on pouvait avoir avant à Fougères. Alors moi, mon objet d'étude dans cette conférence-là, donc dans ce mémoire, ça a été les femmes de la mono-industrie. C'était important pour moi d'étudier cette dimension de genre, mais encore plus évident à Fougères, puisqu'on a 60% de femmes dans cette mono-industrie fougeraise du second XXe siècle. Et donc mon hypothèse de départ, c'était que le genre, c'était une variable qui pouvait être prise en compte dans le vécu ouvrier.
Donc je supposais qu'être une ouvrière à l'usine, c'était pas la même chose qu'être un homme. Être une femme à l'usine, il y avait un vécu particulier. Et c'est ça qui m'intéressait d'étudier, parce que c'est pas quelque chose qui a été souvent étudié dans l'histoire ouvrière, qui a souvent été construite au masculin, sur des normes virilistes, et souvent les femmes ont pu être occultées de cette histoire-là, et leur vécu spécifique, en tout cas, pu être mis de côté. Donc j'avais plusieurs idées de départ qui pouvaient laisser penser que les femmes avaient un vécu différent des hommes. Les femmes n'avaient pas les mêmes postes que les hommes. Peut-être aussi, je me suis demandé si les femmes, en parallèle de leur travail à l'usine, prenaient en charge les tâches domestiques, ce qui pouvait alourdir leur journée. Et donc aussi, si même majoritaire à Fougères, puisqu'elle représente 60% de la main-d'œuvre, si elle devait s'adapter à un monde ouvrier construit au masculin et donc sur des normes virilistes. Donc de ça, j'ai fait émerger plusieurs questionnements que là je regroupe sous 3 axes. Donc tout d'abord, des questionnements liés au vécu de l'ouvrière au sein du lieu de production, au sein de l'usine. Donc je me suis interrogée sur les postes occupés par les femmes. Est-ce qu'on leur confiait ces postes-là selon des aptitudes naturelles du fait de leur sexe ? Est-ce qu'elles avaient les mêmes conditions de travail que les hommes ? Et qu'est-ce que représentait l'usine pour ces femmes ? Est-ce que c'était un lieu d'enfermement ou au contraire un lieu où elles pouvaient développer leur sociabilité ? Ensuite, donc, des questionnements liés à leur vie domestique en parallèle de leur vie à l'usine. Est-ce que donc elles avaient un phénomène de double journée, donc c'est-à-dire est-ce qu'elles faisaient leur journée de travail à l'usine puis les tâches domestiques une fois rentrées chez elles. Je me suis demandé aussi si le fait que Fougères avait un taux d'activité féminin si élevé, ça avait recomposé un peu les modèles familiaux et le partage des tâches à la maison. Peut-être pas. Et donc ensuite, je me suis intéressée à la place de l'ouvrière dans la vie syndicale et militante fougeraise. Je me suis demandé si les femmes étaient nombreuses à se syndiquer, si elles avaient leur place dans les bureaux syndicaux, et si elles participaient à la lutte pour l'emploi, et si oui, est-ce qu'elles avaient des modes d'action spécifiquement féminins. Donc pour commencer, donc je vais reprendre en fait ces 3 axes-là le long de ma présentation. Donc tout d'abord, le vécu de l'ouvrière au sein du lieu de production. Donc tout d'abord, des postes qui sont genrés. Donc ces 2 photographies, elles ont été réalisées par Gérard Fourel dans différentes entreprises fougeraises dans les années 70-80. Et donc elles illustrent la division des sexes au travail dans les usines de chaussures de Fougères qui est assez évidente. D'un côté, donc, on a un homme au service montage, donc, qui monte une semelle sur la tige d'une chaussure, préalablement piquée. Et puis, de l'autre côté, on a une femme qui réalise, elle, donc, la piqûre d'une tige à la machine à coudre. Donc, pour revenir un peu plus en détail là-dessus, déjà, les étapes de la fabrication de la chaussure, rapidement. Donc, on commence d'abord par la coupe, où on découpe les cuirs pour fabriquer ensuite la chaussure. Ensuite, on va avoir le parage, on amincit les bords des posteries et des doublures pour faciliter ensuite le rempliage, qui est le fait donc de replier sur lui-même le bord d'une pièce de la tige pour ensuite y faire la piqûre. Donc ensuite interviennent les piqueuses qui donc elles assemblent les différents morceaux de cuir. Ensuite, on a le perforage quand on a des motifs sur la chaussure, donc on va faire tous les motifs qui peuvent être prévus sur le cuir. Alors, je suis désolée, je me suis complètement trompée de sens. Parce que c'est vrai que j'ai fait un escargot et je me suis perdue. Donc oui. Après la coupe, le parage, le rempliage. Donc c'est après le rempliage que vient le préparage, où on colle les morceaux avant la piqûre. Ensuite, le perforage, on fait les perforations sur le cuir pour faire tous les motifs qui peuvent exister sur la chaussure. Ensuite, seulement la piqûre. Donc là, on assemble pour former la tige. Et donc après, ça descend au montage, où là, on assemble la tige à la semelle. Donc là, c'est le service qu'on voyait tout à l'heure. Donc l'homme ici au service montage. Et enfin, on termine par le magasin, le contrôle et la mise en boîte. Donc tout ce qui est fin de préparation, vernissage, etc. Donc, quels postes sont occupés par les femmes ? Donc là, c'est des graphiques que j'ai réalisés à partir du fonds d'archives de l'entreprise Morel et Gâté. C'était le fonds sur lequel je me suis principalement basée parce que c'était le fonds d'archives le plus complet à ma disposition. Donc vous avez différents postes, vous n'allez peut-être pas réussir à les lire, je vais les détailler un peu, qui ne sont pas toujours les mêmes au fil des époques. Souvent les époques amènent un peu plus de mécanisation et il y a certains postes qui disparaissent.
Mais ce que je voulais montrer, en fait, c'était quel poste occupaient les femmes, quel poste occupaient les hommes. Donc en violet, vous avez les nombres de femmes par poste, donc les postes en abscisse et puis les nombres les chiffres en ordonnée. Et en jaune, vous avez les nombres d'hommes dans chaque poste. Donc on voit qu'en 58, sur le premier graphique, on a déjà une nette domination des hommes à la coupe, puisqu'on a quasiment 30 hommes à la coupe pour à peu près 2 femmes, alors que la piqûre est 100% féminine. Et au magasin, on a aussi une nette domination des femmes, parce qu'on a à peine 3 hommes au magasin pour presque 50 femmes. En 65, les choses, elles ont peu évolué. On a toujours une nette domination des hommes au service coupe. La piqûre est toujours essentiellement féminine et c'est toujours pareil, le magasin rassemble principalement des femmes. Pour 1975, on voit que les choses, elles ont un peu évolué. On n'a plus du tout d'hommes au magasin. On n'a toujours que des femmes à la piqûre. Et par contre, on a une évolution, on a un peu plus de femmes qui sont arrivées au service coupe. Donc, ce que j'ai pu aussi supposer avec d'autres lectures également par rapport à cette émergence de femmes au service coupe, ça a été principalement dû au fait que la coupe s'est mécanisée et sont arrivés les emporte-pièces et les femmes ont occupé ces postes-là. Donc elles n'ont pas fait exactement la même chose que les hommes au service coupe. Elles ont intégré le service coupe, mais les coupeurs continuaient de découper le cuir à la main avec le chasse-peau, un petit outil qui permettait de découper le cuir à la main, et les femmes, elles étaient sur des grosses machines qui permettaient de découper le cuir avec des emporte-pièces. On voit aussi que si les postes masculins donc, se féminisent peu à peu, comme la coupe par exemple, c'est pas du tout le cas des postes féminins. Préparage, après, piqûre, magasin, il n'y a que des femmes. Et donc il semble plus accepté qu'en quelque sorte les femmes montent vers les postes masculins, plutôt que les hommes ne se déclassent en quelque sorte vers les postes féminins. Et donc en plus, quand les femmes arrivent sur les postes prestigieux masculins, elles réalisent par contre des tâches un peu différentes, puisque comme je vous disais, à la coupe, elles vont utiliser des emporte-pièces. Donc le geste prestigieux du coupeur-main reste sur toute la période un privilège masculin. Donc on peut se demander comment sont divisés les postes entre hommes et femmes à l'usine. Et donc, c'est des choses qui ont été étudiées dans plein d'autres industries. Comment est-ce qu'on choisit de donner tel poste aux femmes et tel poste aux hommes. Et notamment, donc, le livre, là, c'est un ouvrage qui a été réalisé par Madeleine Gilbert, une sociologue, en 1966, qui s'intitule donc « Les fonctions des femmes dans l'industrie ». Et donc, elle a étudié les usines métallurgiques françaises. Et elle a fait une enquête de très grande ampleur pour voir quelles étaient les caractéristiques des postes féminins, quelles étaient les caractéristiques des postes masculins dans la métallurgie. Et elle s'est demandé pourquoi on donnait aux femmes tel genre de poste et aux hommes tel genre. Et donc ce qui leur sort dans les études qui ont été entamées par Madeleine Gilbert, mais ensuite qui ont été entreprises par plein d'autres historiennes et qui se retrouvent ici aussi dans cette étude à Fougères, on voit qu'aux femmes, on confie les tâches répétitives, rapides, précises, réalisées en série, à un rythme très rapide. Elles ont aussi un travail sédentaire. La piqueuse, elle va rester tout le temps, toute la journée assise devant sa machine. Le travail est peu mécanisé, il reste quand même manuel, il y a une large part de travail main, et les efforts physiques sont moindres. Par contre, pour les postes masculins, on va avoir beaucoup plus de mobilité et une liberté de mouvement. Les coupeurs, ils vont souvent être debout, ils vont pouvoir se déplacer dans l'usine. Le travail peut être manuel chez les coupeurs, où on a vraiment le prestige du découpage main, etc., du cuir. Ou alors il va être réalisé avec vraiment des très grosses machines, comme par exemple au service montage. Et les efforts physiques vont être très importants, notamment chez les monteurs qui vont travailler dans le bruit, etc. Et donc, comme le montre donc, la citation que j'ai mise en dessous, donc, c'est encore une autre étude sur les femmes au travail qui a été réalisée par donc, Ève Meuret-Canfort. Donc là, c'était sur des couturières dans les Pays de la Loire, dans une usine de lingerie, donc Chantel dans les années 70. Elle explique que qu'elles cousent, soignent, éduquent, vendent ou servent, les femmes semblent à chaque fois exporter sur le marché du travail des qualités naturellement acquises dans la sphère privée. Dans le monde industriel, les ouvrières sont ainsi assignées à des tâches précises et rapides, en appelant à leur dextérité, et sont soumises au salaire au rendement et aux cadences de production. Et donc ça, c'est assez impressionnant de voir que toutes les études qui ont pu être réalisées sur les femmes au travail montrent en fait vraiment cette division des tâches entre hommes et femmes, et toujours sur les mêmes modèles. On confie les tâches rapides, précises, qui requièrent de la dextérité, avec un rythme soutenu, notamment aux chaînes de travail, etc., aux femmes. Et tout ce qui nécessite une plus grande force de travail, mais aussi plus de mobilité,
ça va être confié aux hommes. Donc, pour autant, on n'a pas toutes les femmes ouvrières de la chaussure à fougères n'ont pas les mêmes postes et n'ont pas les mêmes salaires et n'ont pas les mêmes places dans la hiérarchie ouvrière de la ville. Et pour le montrer, donc là, je me base sur les catégories qui catégorisent en fait les postes et qui déterminent derrière les salaires des ouvriers et des ouvrières. Donc là, c'est toute catégorie, enfin tout ouvrier confondu, donc les hommes et les femmes sont soumis aux mêmes catégories. Donc la catégorie 4, c'est la catégorie la plus prestigieuse qui amène le meilleur salaire. Et ici, la catégorie 2, c'est la plus basse, on n'a pas de catégorie 1. Donc on voit que 3 éléments permettent de monter en catégorie. Tout d'abord, le travail réalisé à la main. Par exemple, donc en orange, le rempliage main, c'est mieux catégorisé que le rempliage machine. Donc on a le prestige du savoir-faire encore qui compte dans la détermination du salaire. Ce qui compte également, c'est l'intervention sur le dessus de la chaussure, ce qui paraît logique puisque travailler sur la partie supérieure, c'est la partie visible de la chaussure, donc on a moins le droit à l'erreur. Le travail doit être absolument esthétique. Et donc les coupeurs dessus sont de catégorie 4, alors que les coupeurs doublure sont de catégorie 3. Donc on a aussi une hiérarchie au sein des sexes. Les ouvriers vont être divisés entre chacune des catégories. Mais malgré tout, malgré ces catégories, les femmes ont systématiquement un salaire inférieur aux hommes. Donc, je rappelle, la catégorie 4, c'est la mieux rémunérée. Et ce graphique, en fait, donc, en abscisse, vous avez les différentes entreprises fougeresses qui ont été anonymisées, parce que c'est une enquête qui a été réalisée à l'époque et les entreprises étaient déjà anonymisées. Et donc, vous avez le salaire en ordonnée. Et vous voyez qu'à catégorie égale, puisque là, on étudie les piqueuses dessus en bleu et les coupeurs dessus, toujours catégorie 4 en orange. Donc, à la même catégorie, les ouvriers touchent toujours un salaire supérieur aux ouvrières, et ce, dans toutes les entreprises. Vous avez des fois des salaires, des fois les différences de salaire vont être plutôt minimes, comme dans l'entreprise 8, mais des fois, comme dans l'entreprise 6, vous allez avoir des salaires de quasiment 1,5 francs de l'heure d'écart. Que représente donc le travail à l'usine pour les fougeraises ? Donc l'entrée à l'usine des jeunes ouvrières, d'après ce que j'ai pu voir dans les entretiens que j'ai réalisés, mais aussi dans d'autres entretiens qui avaient déjà été réalisés, se fait souvent donc dès leurs 14 ans. Elle est parfois volontaire ou elle est parfois le fait d'une décision parentale. Mais même si elle est forcée des fois, l'usine peut représenter pour ces femmes qui ont moins de temps libre que leurs homologues masculins, on va voir, parce qu'elles s'occupent beaucoup des tâches domestiques. Cette entrée à l'usine, elle peut quand même représenter un moyen de sociabilité et d'émancipation, notamment par le salaire. Donc tout d'abord, au sujet de cette émancipation par la sociabilité, on voit que le lieu de travail qu'est l'usine, il est approprié par les ouvrières, qui vont y voir un espace où peut se développer l'entraide, mais aussi donc, où on peut se faire des amis, grâce notamment à des plaisanteries, des goûters, des anniversaires qui sont régulièrement organisés. Et donc ces témoignages le montrent. Donc d'abord, vous avez un témoignage donc de Martine Péchard qui a été donc interviewée par les associations donc La Sirène, le Tempestaire, les Films du Tilleul en 2019 et qui est disponible sur YouTube, donc sur lequel je me suis habillée, et qui explique alors moi ce que je faisais, donc là alors elle parle de l'entraide au niveau des points de salaire. Alors moi ce que je faisais, j'avais trouvé une stratégie. Je donnais mes points à ma voisine le soir, j'en avais trop, je dépassais les 85, donc elle ne pouvait plus être rémunérée au-delà, parce qu'il y avait un seuil. Moi, j'avais souvent plus de points, donc j'en gardais quand même pour elle le lendemain, et j'en donnais à la voisine qui n'y arrivait pas. Au niveau plutôt de tout ce qui est sociabilité autour des blagues, des plaisanteries qui peuvent être faites entre les ouvrières à la chaîne de travail, c'est donc l'entretien que j'ai réalisé avec Madame Marie-France G, qui est intéressant. Donc elle explique. Mais bon, entre nous, il nous arrivait de faire des blagues quand même. C'est une anecdote, c'est des anecdotes ça aussi, parce que par exemple, il y a une femme qui allait aux toilettes. On disait tiens, celle-là, elle est partie. Hop, on va lui faire une farce. On lui démontait sa courroie. Donc je demande la courroie de la machine. Oui, on enlevait la courroie, puis bon, on disait rien. C'était vite fait. Puis on marchait à 4 pattes en dessous comme ça pour faire ça. Bon, elle revenait. Ah bah oui, la machine, elle marchait pas. Tout le monde rigolait. Donc ça, des témoignages comme ça, il y en a vraiment beaucoup, et on voit quand même que ces femmes à l'usine, elles développent vraiment une sociabilité, elles s'y font des amis, des choses qu'elles n'auraient pas pu forcément faire si elles étaient femmes au foyer. Elles s'y trouvent aussi une identité. Et tout ça, c'est renforcé par des rituels festifs qui sont véritablement institutionnalisés dans les entreprises et qui sont aussi vecteurs de sociabilité.
Donc on a les Catherinettes qui continuent de se fêter, donc ça qui sont des traditions pas propres à Fougères, mais qui existent encore beaucoup dans les usines des années 60-70, donc qui se fêtent chaque 25 novembre. On célèbre donc les ouvrières non mariées à 25 ans. Ce sont ces piliers de l'atelier qui ne sont pas encore partis élever leurs enfants et donc qui sont vraiment les piliers de l'atelier qui permettent de diffuser ce savoir-faire, etc. Qui sont encore beaucoup fêtés. Donc comme l'explique Madame Madeleine G, à les Catherinettes, ça se fêtait les Catherinettes. Ça se faisait dans les usines. Oui, à les Catherinettes, dame, on leur mettait le chapeau sur la tête le soir et puis on buvait un coup ensemble. Et en parallèle, on a des choses beaucoup plus liées directement à Fougères, comme la fête des lutins. Donc, qui est un festival qui a été organisé à Fougères chaque année entre 1961 et 1972. Chaque année, une usine proposait une fée qui participait ensuite à une élection globale pour devenir fée des lutins. Et donc là, vous avez l'image du char des fées de 1962. Pour les Fougeraises, l'usine, elle peut également représenter un lieu d'émancipation, notamment d'émancipation économique grâce au salaire. Donc, elle s'y forge une identité d'ouvrière, surtout notamment les piqueuses, qui sont quand même reconnues pour un savoir-faire acquis et puis qui est vraiment reconnu à Fougères. C'est quand même un poste qui est prestigieux. On a également donc une émancipation économique, puisque les femmes y gagnent un salaire, elles vont donc être autonomes au niveau financier. Et puis s'y crée aussi une identité distincte de celle de mère et d'épouse à l'usine. Donc là, j'ai donc une citation de Simone de Beauvoir qui parle de son attachement, de cette importance pour elle des femmes de gagner un salaire. Donc je vais vous la lire. Donc le journaliste demande « Est-ce que pour la femme, l'essentiel, c'est d'avoir cette indépendance que donne le travail et le fait de gagner sa vie ?» Simone de Beauvoir répond « Pour moi, oui. Pour moi, l'essentiel, quelles que soient les difficultés, c'est d'avoir l'indépendance économique. Même si elles doivent le payer assez cher, et je sais qu'on leur fait payer très cher parce que précisément, on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Mais c'est la première condition pour avoir une indépendance intérieure aussi, et là je veux dire une indépendance morale, mentale. Parce que sans ça, elles sont obligées de penser selon la manière dont elles vivent, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de penser, d'avoir les idées de leur mari, de se soumettre aux caprices, aux désirs de leur mari, etc. Elles sont obligées de rester avec leur mari, même quand elles ne tiennent plus à lui, ce qui est une situation vraiment qui n'est pas plus digne d'éloge que la prostitution à proprement dite. Vraiment, une femme qui reste avec son mari uniquement pour l'argent, parce qu'elle n'a pas les moyens de gagner sa vie elle-même, c'est une femme qui a abdiqué vraiment sa valeur et sa dignité d'être humain. Par conséquent, moi ce que je conseillerais à toutes les femmes, c'est de travailler, d'obtenir les qualifications les plus hautes qu'elles peuvent et d'avoir le travail le plus intéressant possible et surtout un travail qui lui assure l'indépendance économique. Donc là, Simone de Beauvoir, elle souligne donc cette importance-là d'avoir cette indépendance financière, mais également un autre point. Elle explique que voilà, on leur fait payer très cher cette indépendance économique parce que précisément, on leur imposera en même temps d'avoir le soin de leur intérieur. Et donc c'est ce que je cherche à étudier un peu plus en profondeur dans cette deuxième partie. Est-ce que les ouvrières fougeraises assurent le rôle de la ménagère en sortant de l'usine ? Donc pour revenir un peu plus en amont dans l'histoire des femmes et du foyer, de nombreuses sociétés, notamment antiques, ont prôné une répartition genrée des rôles sociaux sur le modèle suivant. Donc aux femmes la sphère privée et aux hommes la sphère publique. Mais en fait c'est au 19e que ça s'accentue vraiment. Avec les idées de Rousseau qui s'imposent, on émet l'idée qu'il existerait une nature féminine caractérisée par une propension particulière à la douceur, à l'obéissance et donc aux activités domestiques, aux soins des enfants. Et donc ces idées justifient l'enfermement des femmes à la maison. Dans les années 50, c'est l'apogée donc, du modèle de la ménagère. Et même chez les classes populaires, le salaire féminin devient un salaire d'un point qui ne se justifie qu'en cas de manque de ressources. Voilà un peu des éléments qui rappellent ce modèle de la ménagère. Donc d'un côté, on a la publicité Moulinex, qui est connue donc pour les stéréotypes qu'elle véhicule sur une femme heureuse et entièrement satisfaite de son rôle de ménagère au service de son mari. Et en parallèle, vous avez donc l'ouvrage de Betty Friedan, La femme mystifiée,
Betty Friedan, elle a réalisé cet essai dans les années 60. C'est une Américaine qui s'interroge sur le vécu des Américaines de classe moyenne, donc qui ont fait des études, mais qui, selon les mœurs de l'époque, se retrouvent ensuite cantonnées au foyer et à la sphère domestique. Donc cet essai, il est enrichi de multiples témoignages, et il met en lumière le mal-être que cette situation a pu provoquer chez des millions d'Américaines, sujettes beaucoup à la dépression, alors que partout se diffuse donc cette propagande de Moulinex, notamment autour de l'image prétendument heureuse de la ménagère. Alors qu'en est-il à Fougères ? Donc comme je le disais, 60% de femmes dans la mono-industrie. Au niveau du taux d'activité global des femmes à Fougères, on est à 43% en 1968 contre 32% à Rennes. Donc dans ma recherche, j'avais supposé que ce taux d'activité féminin particulièrement élevé avait pu remettre en question le modèle de la ménagère et inciter à un partage des tâches dans le couple. Étant donné que les femmes travaillaient beaucoup en usine, comme les hommes, peut-être que les tâches domestiques étaient plus paritaires. Donc il s'avère d'après les témoignages que j'ai pu voir que c'était pas le cas, parce que bon, là je me suis appuyée principalement sur les sources audiovisuelles et les sources orales, parce que l'on n'a pas trop de traces de sources écrites à ce sujet-là. Et donc malgré sa journée à l'usine, c'est à la femme qui incombe l'entièreté ou presque des tâches domestiques à Fougères. Donc toujours dans cette vidéo qui interviewe Martine Péchard, une ancienne ouvrière, elle explique donc son quotidien en tant que mère de 2 enfants ouvrière à l'usine. Et donc voilà sa journée type. Donc ma vie de jeune maman quand j'avais 2 enfants. Je me levais le matin à 5h30. Je préparais le petit déjeuner pour tout le monde. Je levais mes enfants, je les habillais, je les lavais, tout ça. J'en mettais un à la maternelle, je mettais l'autre à la primaire. Je les déposais à l'école dès 7h30 parce qu'il fallait que je sois à 8h à Fougères au poste de travail. Je restais à manger le midi sur place, soit dans ma voiture, je me débrouillais pour manger. Je finissais à 11h30, je recommençais à 1h30, je finissais à 18h le soir. Je rentrais chez moi, je préparais le repas, je douchais les enfants, préparais en pyjama tout ça. Il y a des saisons où en plus je me tapais le jardin, le jardinage, donc la lessive, tout enfin, l'entretien de la maison, les repas. Tout, voilà. Le soir je me couchais, pas avant 22h. Il n'était pas question de regarder la télé. Il y en avait une mais je ne la regardais pas, j'avais pas le temps. Donc voilà ma journée, le lendemain rebelote, toute la semaine comme ça. Donc ça c'est sûr, c'est seulement un témoignage. C'est vrai que c'est toujours difficile de faire une histoire très globale, étant donné qu'il y avait peu de sources écrites qui me donnaient, et pas de statistiques sur le temps de travail des femmes à la maison, etc. Mais j'en ai un autre qui témoigne aussi de l'importance de ces tâches domestiques qui incombent à la femme. Cette fois, c'est sur la question de la gestion du budget. C'est une tradition assez ancienne de donner un peu les cordons de la bourse aux femmes, surtout quand la bourse n'est pas trop remplie. Et donc ça, c'est particulièrement délicat à gérer, un budget particulièrement serré, surtout dans cette période où, je le rappelle, on est dans une période de déclin. C'est la crise pour l'emploi à Fougères. Et donc la question du budget dans ce contexte-là, elle est particulièrement pénible. Et donc dans cet extrait, donc c'est un extrait que je vais vous montrer d'un reportage Panorama qui a été diffusé en 1969. Donc c'est un couple fougerais qui est interviewé. On a fait un reportage sur eux. Après, ils ont rencontré le ministre du Travail. Enfin, ça a été toute une opération de communication pour parler de cette crise de l'emploi à Fougères. Donc c'est le couple de monsieur et madame Oudus. Des journalistes le suivent dans leur quotidien et les interrogent notamment sur la façon dont ils organisent leurs dépenses dans un contexte économique difficile. Je vous montre un peu le déroulé. J'espère qu'au niveau du son, j'ai un doute. Une prime de rendement qui fait 97 $. Selon on a 590 francs d'allocation familiale. Les prestations, plus le salaire minime, plus l'allocation logement. C'est tout. C'est tout. Donc, qui s'ajoute au salaire net. Qui s'ajoute au salaire net. Alors tout ça, ça fait exactement ce que vous avez à dépenser dans le mois. Ça fait 220 francs. 112 anciens francs. C'est avec ça que vous vivez. 1120 francs. Sur ces 1120 francs-là, on a des frais fixes qui consistent dans le loyer, 50 francs, les assurances, 80 francs. On a le gaz et l'électricité, 50 francs. Le chauffage, 25 francs. L'entretien de la voiture, l'essence, 40 francs. Les crédits suivant les moments, parce qu'évidemment, il y a toujours des crédits,
45 francs. L'habillement, 80 francs. Et la cantine de l'école du plus grand, parce qu'il va à l'école, 50 francs. Ce qui fait comme dépense obligatoire environ 530 francs. Plus 10 francs d'impôts immobiliers, que j'ai oublié tout à l'heure. Il reste donc pour vivre, pour la nourriture, pour l'entretien de la maison, environ 600 francs. Donc là, dans ce reportage, on voit que c'est Madame Oudus qui détaille déjà l'entièreté des comptes, c'est elle qui connaît les charges fixes, etc. C'est aussi elle qui choisit tous les produits à mettre dans le caddie. On voit bien qu'à chaque fois, c'est elle qui décide, c'est elle qui clairement connaît le budget et qui le gère au quotidien. C'est un autre élément qui alourdit les journées de beaucoup de femmes, parce que dans un contexte économique difficile, c'est aussi délicat de se charger de cette question. Donc, ce modèle de la ménagère, malgré le taux d'emploi des femmes très élevé dans la ville, il est vraiment encouragé au niveau local, et notamment par les médias fougerais. Ils défendent ce modèle de la femme au foyer, et selon eux, la place de la femme, elle est à la maison. Et le taux d'activité des femmes dans la ville, particulièrement élevé, est pour eux un signe de la décadence fougeraise en matière d'emploi et d'industrie. Donc là, vous avez d'un côté le Ouest France de janvier 68, qui explique qu'avec autant de femmes que d'hommes au travail, Fougères connaît indiscutablement une situation anormale. D'un autre côté, la chronique républicaine de mai 68, donc là on est en pleine crise de l'emploi, vouloir le développement économique et social de Fougères correspond en définitive à rechercher cet équilibre de 70% d'emplois masculins et 30% d'emplois féminins. Comment donc ces visions pas très féministes se répercutent-elles au niveau syndical et militant ? Donc la place de l'ouvrière fougeraise dans la vie syndicale et militante de la mono-industrie. Donc là, j'organise un propos selon deux sphères un peu différentes. D'abord, au niveau des syndicats, les femmes au niveau des syndicats, et ensuite au niveau du militantisme, et notamment toutes les manifestations qui ont eu lieu contre la crise de l'emploi. Donc tout d'abord, au sein des syndicats. Donc en tant que ville ouvrière, Fougères est une place forte de divers syndicats. Au total, la main-d'œuvre, elle est composée, donc au total dans toutes les industries fougéraises, elle est composée de plus de 11 000 personnes, donc tous secteurs professionnels confondus. Et pour sa part, la mono-industrie du cuir, elle comporte plus de 4 000 salariés. Au total, les syndicats fougerais rassemblent près de 60% de la population active de la ville, avec la CFDT en tête, qui a plus de 3 000 adhérents. D'après Madame Madeleine G, qui a été interviewée en novembre 2021, tout le monde était syndiqué dans la chaussure. Qu'en est-il de la répartition des hommes et des femmes dans les bureaux syndicaux ? Donc, malgré leur apaisante présence dans le monde ouvrier, donc ça c'est des statistiques que j'ai pu retrouver en faisant des calculs au niveau des dossiers des syndicats, donc entre 60 et 67. Donc à chaque fois, ils faisaient savoir leur nom, enfin les membres de leur bureau à la mairie. Et donc on voit qu'entre 60 et 67, donc les femmes ne représentent que 9% des membres de ces bureaux. Qui a un petit pourcentage inconnu parce que des fois il y a des prénoms où je ne savais pas trop quel genre c'était. Mais en tout cas, voilà, on a une majorité écrasante d'hommes dans les bureaux syndicaux. Donc dans ce contexte, comment espérer que les revendications spécifiquement liées aux femmes soient portées par les organisations syndicales fougeraises ? Je pense par exemple à des études que j'ai pu lire dans d'autres usines, des usines vraiment, où cette fois c'était vraiment 100% féminin, par exemple Moulinex, donc là on avait des syndicats féminins. Et donc dans des usines comme ça, où les syndicats comptaient beaucoup de femmes, on avait pu avoir des interrogations sur, par exemple, la possibilité de mettre des crèches en usine. Tout ce qui était vraiment spécifiquement lié aux femmes, puisque c'était aux femmes qu'incombait le soin des enfants. Et donc à Fougères, j'ai pas du tout retrouvé de traces en fait, de revendications féminines ou féministes, puisque forcément les bureaux syndicaux sont essentiellement masculins. Et donc lorsqu'il est fait mention des femmes dans les archives syndicales, c'est du travail forcé des ouvrières à l'usine dont il est question. Donc par exemple dans le dossier donc, Union des syndicats CFTC entre 53 et 167, on peut lire qu'il faut augmenter l'ensemble des salaires et laisser le choix à la femme entre travailler à l'usine et rester au foyer avec des allocations familiales revalorisées. Donc on est vraiment sur le même discours
que les médias fougeraient. Dans les manifestations également, sur les pancartes, j'ai pu lire ce genre de slogan, donc retraite à 60 ans, 55 pour les femmes. Donc ça, je me suis demandé, c'est une question que je me suis posée, j'ai pas trouvé la réponse, mais est-ce que donc 55 ans pour les femmes, est-ce que c'est pour compenser la surexploitation des femmes qui ont un phénomène de double journée, ou est-ce que c'est une façon d'augmenter le travail masculin dans la mono-industrie? Et donc pas de crèche en usine. Les familles et en général les femmes, du fait de la répartition genrée des rôles sociaux, se chargent seules de trouver des solutions de garde. Donc sur un autre plan, les femmes en manifestation. Donc la présence des fougeresses dans les manifestations est incontestable. Ces manifestations rythment le contexte de lutte pour l'emploi des années 60-70. Donc moi je me focalise plutôt sur deux moments. Donc d'abord la manifestation du 26 janvier 1968 qui a été beaucoup médiatisée. Et en parallèle les manifestations de 75 et 76 surtout suite au dépôt de bilan de Réau, où il y a beaucoup de photographies sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. Donc pour tout d'abord la manifestation du 26 janvier 1968. Donc le sous-préfet de Fougères atteste de cette présence massive des femmes, puisque dans une lettre au préfet d'Ille-et-Vilaine, il explique: dès le début, un très grand énervement, notamment chez les femmes et tous les jeunes gens, relativement nombreux, était constaté. Et donc, dans son rapport pour le commandement régional de la gendarmerie, cette fois, il indique qu'à 10h20, le cortège comptait 2/5 de femmes se rendaient devant la mairie en poussant des cris hostiles à l'égard de Monsieur Cointat, député de Fougères. Donc elles sont très présentes, ça c'est incontestable, même les sources les plus officielles en témoignent. Par contre, elles n'occupent pas le devant de la scène. Donc elles ne prennent pas la parole à la tribune dans toutes les vidéos que j'ai pu regarder, et il y en a quand même pas mal sur cette manifestation-là. C'est seulement des hommes qui prennent la parole à la tribune. Elles ne portent pas non plus les cercueils qui avaient été dessinés pour symboliser les usines qui avaient fermé depuis la fin des années 50. Donc comme on peut le voir sur ces photos, c'est seulement des hommes qui portent ces cercueils-là. Donc pourquoi est-ce qu'elles sont aussi peu présentes dans ces activités militantes de premier plan? Peut-être par manque de temps pour s'infirmer sur la scène militante du fait de la double journée. Peut-être aussi du fait des habitudes sociales qui font que la femme est plutôt reléguée à l'espace privé. Par contre, donc pour les générations suivantes, c'est un peu différent. Les archives montrent une évolution dans l'implication des femmes dans le monde militant fougerais. Donc les années 70 continuent par être marquées par la crise de l'emploi. Et donc on a des photographies des manifestations de 75 et 76 qui sont disponibles ici aux archives. Et donc on voit sur ces photographies que cette fois les femmes sont beaucoup plus actives. Elles sont plus nombreuses dans les cortèges. Elles portent également des pancartes, une pratique qui semblait réservée aux hommes 7 ans auparavant. Elles tiennent les banderoles, elles crient. Là, on voit qu'elles portent l'opération Villemort à réitérer la pratique des cercueils symbolisant les usines fermées. Cette fois, il y a des femmes qui les portent. Elles organisent aussi, ou alors elles sont en tête d'actions phares, comme par exemple la vente sauvage de juin 76, donc pour les Réaux, qui ont été récemment licenciés. Donc elles s'investissent de plus en plus dans la vie militante locale. Elles réussissent à développer leurs propres moyens d'action pour soutenir la lutte. Et donc en juin 76, on a une vente sauvage au profit des Réaux qui a été organisée, donc une vente de viande. Elle est organisée par les travailleurs paysans, ainsi qu'on a aussi une vente sauvage de chaussures. Mais comme on le voit sur l'image, c'est les femmes qui sont aux commandes. Ce sont elles qui encadrent les ventes, et ce sont également elles qui en sont les principales destinataires en tant que ménagères. Donc pour conclure, on peut dire qu'être une femme à l'usine, c'est véritablement un vécu spécifique qui a longtemps été invisibilisé. Elles occupent des postes spécifiques, donc déjà, dès le début, on voit qu'il y a véritablement des journées de travail totalement différentes en fonction de si on est une femme ou si on est un homme. Elles ont un salaire inférieur, on a vu que même si à catégorie 4, un homme gagne toujours un salaire supérieur à une femme de catégorie 4. Et en plus de ça, il apparaît que la plupart d'entre elles ont une double journée de travail à endosser, avec en plus les tâches domestiques à réaliser une fois qu'elles sont rentrées chez elles. Malgré tout, l'usine permet aux femmes une sociabilité et une émancipation. Les ouvrières, elles s'y forgent une identité indépendante de leur rôle de mère et d'épouse. Elles y obtiennent l'émancipation économique grâce à leur salaire. Elles y développent une sociabilité nouvelle. Elles sont également mises à l'écart du monde syndical qui a longtemps été construit au masculin
et l'histoire ouvrière en témoigne beaucoup. Donc si elles sont toujours mises à l'écart de ce monde-là, elles réussissent néanmoins à s'imposer sur la scène militante. Les ouvrières prennent une place pleine et entière dans la lutte pour l'emploi des années 70, comme les sources audiovisuelles et les photographies le montrent. Donc pour conclure, je vais vous lire un petit passage avec donc cette image-là qui montre donc les ouvrières, la chaîne de travail. Donc là, c'est l'usine JB Martin qui est ici. Donc le taux d'activité féminin a toujours été considéré comme une faiblesse dans la mono-industrie fougeraise. Dans une période où le modèle de la femme au foyer est exalté, les ouvrières de la chaussure sont considérées comme des femmes réalisant un travail forcé pour joindre les deux bouts. Certes, toutes ces femmes ne se retrouvent pas autant autour d'une identité féminine, dans cette mono-industrie des 30 glorieuses, qui le sont pourtant peu à Fougères. On n'a pas de groupe de femmes qui émergent, par exemple. La non-mixité des services n'a pas fait émerger de groupe de femmes préoccupées par des problèmes s'imposant à leur sexe précisément. Néanmoins, ces travailleuses demeurent un rouage essentiel de la masse ouvrière fougeraise de l'époque. Actives, émancipées, identifiées à la classe ouvrière, elles ne délaissent aucun espace du monde public, même si on leur y laisse peu de place. Ce sont elles qui, pendant 3 décennies, permettent à l'industrie locale de résister tant bien que mal. Et en échange, le salariat les libère d'un foyer où leur identité individuelle est effacée au profit de celle de mère et d'épouse. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Une conférence, Ville de Fougères.